La méditation. Selon le bouddhisme, l'art est un travail exécuté par un étudiant et non par une personne seule dans son coin. On dira que c'est une idée assez vieux jeu, mais c'est pourtant juste. L'art est le fruit du travail d'un étudiant qui s'intéresse bien sûr à sa création, mais aussi à la nécessité fondamentale de l'expression, c'est-à-dire à ce qui doit être montré au public. Par ailleurs, l'approche bouddhiste de l'art n'a que faire des inepties fabriquées n'importe comment. Pas question de produire à la chaîne des trucs quelconques. On les jette aux ordures et on les brûle. L'approche bouddhiste de l'art est liée au fait que l'artiste est toujours un apprenti, car même un maître très accompli se considère lui-même comme un élève. L'art est resté vivant, entre autres, parce que des maîtres n'ont pas cessé d'étudier des œuvres d'art, au lieu de se proclamer eux-mêmes des modèles à suivre. D'ordinaire, ceux qui s'affichent comme modèles finissent par mener des vies décadentes. Ils deviennent cyniques, agressifs et se laissent aller indûment. Parler d'un art, au fond, c'est parler d'une certaine forme sur laquelle on peut travailler. C'est donc comme la pratique de la méditation. Mais quelle est cette forme et en quoi la méditation peut-elle s'y associer? D'après le Bouddha, la réponse évidente est que la forme n'existe pas réellement, tout comme le Dharma. Par conséquent, forme et dharma peuvent se combiner. C'est comme quand on tartine du fromage en crème sur du pain. On ne peut plus faire la distinction entre pain et fromage. Il faut toutefois beaucoup méditer pour réussir ce mélange. Vraiment personne ne peut devenir bon artisan ou bon artiste sans établir un rapport avec la méditation. Par méditation, j'entends le shamatha vipassana, et non une bonne partie de chasse paisible dans la jungle ou une partie de pêche tranquille assis au bord d'un lac. Je parle de la méditation assise. Nul ne peut créer une œuvre artistique parfaite, ni même la comprendre, sans saisir ce qu'est la méditation. La méditation assise est donc le terrain de base. Par exemple, Beethoven, le Gréco ou Mozart, mon musicien préféré, je crois qu'ils méditaient tous. Ils méditaient au sens où leur esprit se vidait avant de commencer le travail. Autrement, il leur aurait été impossible d'y arriver. Rentrer du marché, se laisser tomber sur une chaise et s'accouder avec nonchalance sur la table de la salle à dîner pour écrire une pièce de théâtre, c'est impossible. Il est nécessaire d'entrer dans un état de non-esprit. C'est à partir de ce fondement que le sentiment d'être, l'ouverture, ce qui est, commence à se développer. L'expression « ce qui est »
peut-être plus juste que le mot être, parce que quelque chose est en train de se passer. Qu'on médite ou qu'on ne médite pas, quand on fait la cuisine ou quand on lave la vaisselle, ce qui est a lieu. La tradition bouddhique appelle cela la conscience éveillée. Mais il ne s'agit pas du type de conscience où on se dit « je dois être conscient de l'heure car il faut que je prenne mes médicaments à 5 heures ». La conscience éveillée en question renvoie à ce qui est, c'est-à-dire à un élément crucial, très puissant. Il faut bien le comprendre et travailler avec ça. C'est d'une importance capitale. Quoi qu'on fasse, quelque chose arrive. Il n'y a donc pas de séparation entre nous et le moyen d'expression. Par exemple, si à l'instant même nous sommes assis fesses au sol sous la tente, c'est ce qui est. Nous sommes ici, nous sommes réellement ici. Nous sommes ici et nulle part ailleurs. Puisque nous sommes ici, pourquoi ne pas y être ? Le sentiment de ce qui est, d'être ou la conscience en éveil s'appelle pratique post-méditative. Pendant la méditation, on ne plane pas, on s'assoit simplement, on s'identifie à son souffle, on travaille avec ses pensées. Tout se fait à la main de façon nette, sans arrêt. Mais dans la pratique post-méditative, on est ici manifestement, quelle que soit l'action accomplie. Se peigner, repasser ses vêtements, faire une promenade, croquer dans une pêche, tout cela est une expression de ce qui est. Quand on pratique un art, on le fait, un point c'est tout. On peut voir que l'argile est au mauvais endroit ici, ou que telle couleur ne marche pas là. Alors on l'enlève, ou on en choisit une autre. On passe à l'action tout bonnement, sans problème, sans en faire une montagne. Personne n'entre en compétition avec qui que ce soit. On ne cherche pas à devenir maître du monde. On se contente d'être soi-même et de s'exprimer d'une manière très très simple, à la fois méditative et non agressive. Plus on médite, plus on travaille son œuvre et plus la ligne de démarcation entre méditation et pratique artistique, entre action et ouverture, devient floue. C'est ce dont tous les artistes du passé ont fait l'expérience. L'approche bouddhiste de l'art est non agressive. L'agressivité entraîne la concurrence, les questions d'argent, la comparaison, la frustration, l'excitation et une foule d'autres choses. L'absence d'agression amène la joie, l'ouverture, la danse. Je ne parle pas d'une joie où tout n'est qu'amour et lumière et où on nage
dans une mer de miel. Il s'agit de joie au sens où on peut toucher et apprécier les choses. On peut regarder des fleurs magnifiques sans se sentir obligé de les cueillir. On peut regarder, faire l'expérience des choses, les sentir, les toucher. C'est fantastique. Un véritable sentiment de richesse se dégage de cette perspective de non-agression et d'absence de possessivité. Dans les grandes villes, il y a des gens qui font du lèche-vitrine et se sentent toujours malheureux, car ils ne peuvent se permettre d'acheter quoi que ce soit. D'autres, par contre, en font parce qu'ils aiment voir de belles choses. On dirait que c'est la distinction fondamentale.